J'accueille, qui arrive maintenant, le professeur Michel Reynaud. Bienvenue Michel. Oui, c'est un plaisir, c'est un rituel maintenant Michel. C'est un plaisir, un honneur et un moment toujours intense. Ça va devenir une addiction, ouais. Tu as raison, absolument. Pour nos amis anglo-saxons ici qui ne connaissent pas le professeur Michel Reynaud, parce que la communauté française probablement connaît le professeur Michel Reynaud ici. En deux mots, professeur Michel Reynaud, professeur des universités, psychiatre, addictologue, auteur d'à peu près 200 publications, plusieurs livres, et l'un des principaux artisans en 2015 du plan français gouvernemental de lutte contre les abus de substances. Si je puis dire, vous avez en face de vous un gros calibre, si je peux dire comme ça. Au-delà de cette mission officielle, Michel est le fondateur et le président du Fonds Action Addiction qui soutient des projets de lutte contre les addictions en utilisant des fonds publics et privés qu'il collecte et qui est une fondation extrêmement active. Et une autre chose que moi je trouve extraordinaire, qui est le village Addicted, qui est un village Internet sur lequel il y a des ressources tant pour les professionnels que pour les familles, que pour les personnes. C'est extrêmement convivial et riche. Il y a une newsletter que je reçois, la lettre du village, tout le temps, avec des choses très intéressantes. Ça méritait d'exister en France et Michel l'a fait. Donc, je crois que c'est important d'en parler. Et alors, je te laisse la parole, Michel, mais encore un mot. Aux côtés de Michel, il y a Albert Caporossi qui est là, et Michel va expliquer pourquoi, mais Albert est l'un des fondateurs de l'association France Patients Experts Addiction. Je ne me suis pas trompé, je crois. Et c'est un mouvement très très important parce qu'on sait par de nombreuses recherches et des observations de terrain que l'entraide rend le rétablissement solide. Beaucoup plus que des psys comme moi ou des psychiatres qui font de leur mieux. C'est parmi ceux qui connaissent et qui savent que la solidité se fait. Alors je m'arrête là parce que sinon je vais en faire trop. Merci infiniment Michel d'être là. Merci infiniment Albert d'être là. Je te laisse la parole Michel. Merci beaucoup. Merci de cette gentille présentation. Si tu continues comme ça, je vais être obligé de revenir parce que ça me fait de la valorisation narcissique et tout ce qui est bon, on a envie que ça recommence. Donc voilà, c'est bien, merci. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? C'est que il me semble qu'il y a... alors, le Fonds Action Addiction soutient un certain nombre de choses, des projets de recherche. Il soutient aussi beaucoup l'information et la prévention avec le portail Addicted dont tu as parlé. Et j'espère que vous y allez régulièrement. Il y a des tas d'outils. Et j'ai vu tout récemment, j'ai reçu une proposition d'abonnement à une newsletter de ICAD qui doit s'appeler Bubble ou pas Sparkle, quelque chose comme ça. Et une newsletter dont il me semblait que les thématiques étaient assez proches de celles qu'on fait. Donc, si on peut participer ou conjoindre nos newsletters, c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, on soutient donc ces éléments d'information et puis on soutient les patients, les associations de patients dans leur formation. Et depuis 4 ans, on participait à leur inscription à des diplômes universitaires. Et qui étaient des diplômes universitaires patients experts, pour qu'il y ait déjà un vivier. Mais de fait, ces diplômes universitaires ne sont que des diplômes universitaires. Et il y a des tas de patients experts, certains autoproclamés, d'autres proclamés par des instances médicales. Il y en a évidemment dans des tas d'autres disciplines. Et ça devient une problématique sociale dont on parle beaucoup, comme ceux dont je vais vous parler après, puisque patient expert, ça va être Albert qui en parlera plus à fond. Ça me paraît être les deux événements vraiment nouveaux. C'est l'apparition des patients experts, la place qu'ils peuvent prendre dans la construction des politiques de soins, leur articulation avec ce qui existe déjà, les communautés d'entraide dont tu as tout à fait raison de dire qu'elles sont extrêmement utiles.
Leur articulation avec les autres patients experts du cancer, de la néphrologie, de la sclérose en plaques, et qui sont un peu différents. Et c'est pour ça qu'on a France Associanté qui rassemble toutes les associations de patients. Et ils n'avaient pas voulu se lancer il y a 2-3 ans. Je leur en avais parlé et j'avais suggéré sur une labellisation, une reconnaissance du patient expert, parce que c'est très différent. Dans les addictions, les associations d'entraide ont un effet thérapeutique qui est à côté de l'effet du dispositif de soins classique et des outils classiques, mais une indiscutable efficacité thérapeutique. Avec des liens, on ne va pas les reprendre, mais qui sont un peu compliqués. Ce n'est pas la même chose. Et dans le portail Addicted, on a ouvert une communauté d'entraide virtuelle, et je vais finir par arriver à la e-santé comme nouveau progrès. Et il se passe des tas de choses sur cette communauté. Les gens parlent, racontent, s'accompagnent avec des petits bouts de rechute. Et c'est différent de ce que nous connaissons comme médecins, nous. Là, je viens d'assister à des présentations. On a le déroulé d'une histoire de vie à partir de symptômes cliniques et de diagnostics. Sur ces associations, il y a le déroulé d'une vie avec ses hauts, ses bas, ses émotions et ce partage d'émotions. Ce sont deux regards différents de la même personne. Et les médecins, quelle que soit leur empathie, sont parfois un peu à distance de ce qui peut se dire dans les associations d'entraide qui apportent autre chose. Alors le deuxième point, puisque patient expert me paraît être un des points importants, et donc ça va être Albert qui en parlera. Le deuxième élément qui va bouleverser votre vie, c'est la e-santé dans les addictions. Le numérique est absolument partout. Vous entendez un peu comme pour les patients experts des mots, on baigne dans « il faut développer ma santé numérique »,« il faut faire de la e-santé »,« il faut faire de la téléconsultation ». Tout ça est une espèce de bruit de fond dont on sent bien que quelque chose est en train de se passer, mais qui n'est pas encore clairement mis en route. Mais il y a déjà des tas d'expériences qui, lorsqu'on les regarde, montrent que quelque chose est en train de se passer. Par exemple, en Angleterre, il y a un suivi sur des plateformes articulées avec les dispositifs de soins qui permettent d'avoir une connaissance, me semble-t-il, de ce que j'avais vu, assez fine du nombre de patients, des traitements qu'ils prennent, des délais qu'ils ont pour avoir un rendez-vous, toutes choses qui sont utiles pour le planificateur, l'organisateur de soins. Pour le moment, on n'a pas ça. Donc il me semble que la e-santé, ça devrait être la 4e révolution dans la perception et la connaissance des addictions. Dans les années 80-90, c'était alcoolisme et toxicomanie, fléaux sociaux. Peu médicalisés et beaucoup laissés à des associations de patients ou des associations de gens militants pour soigner, mais en dehors du circuit. Les années 2000, ça a été l'intégration, et tu parlais des plans et des rapports qui ont aidé à conceptualiser. On a mis les addictions sur le devant, ça a été repris par les pouvoirs publics, non sans mal, dans des négociations qui durent des mois et où il faut un accord, en particulier dans les années 2000 avec le ministre de l'Agriculture, et qui a accepté, parce qu'en France, si ça n'avait pas été accepté, on aurait gardé d'un côté les drogues et de l'autre l'alcool. On a réussi à faire passer, et ça a été accepté par les pouvoirs publics et courageusement par Nicole Maestrachi, qu'il fallait travailler sur les addictions. Et c'est ce qu'ont fait petit à petit les professionnels. Des structures médicales, universitaires ont été créées. Ça avançait en même temps que les connaissances sur le cerveau, pour arriver dans les années 2010 avec la 3e révolution, qui était une position beaucoup plus pragmatique de réduction des risques et des dommages.
les classifications changeaient. On n'avait plus une classification abus-dépendance, dépendance égale sevrage ou traitement de substitution. On a une classification catégorielle de l'addiction qui est plus ou moins importante, donc qui admet mieux des montées, des descentes, des réductions de consommation. Donc ça, et puis il a fallu faire admettre à l'ensemble des partenaires du monde de l'addiction que cette réduction des consommations, cette réduction des risques était importante. C'était intégré dans la culture de la toxicomanie, ça ne l'était pas dans la culture de l'alcool et du tabac. Donc ça s'est petit à petit imprégné dans le rapprochement qu'ont eu les acteurs et les professionnels. On a beaucoup plus accepté cette position de réduction des risques. Le 2020, les années 2020, c'est l'explosion du numérique. Je vous rappelle que le smartphone que nous avons tous dans la poche, il date à peine de 2008-2009. En 10 ans, on a assisté à une transformation des outils sociaux, des outils de plaisir. Enfin, cette espèce de machin est plus importante que la découverte de la voiture. On ne sait pas encore comment réguler clairement tout ce que peut nous apporter la e-santé, mais elle arrive, et elle arrive dans les addictions. Et dans les addictions, elle apportera... Alors, si l'on admet qu'il n'y a que ce qu'on appelle le treatment gap est important dans les addictions, c'est le plus important de toutes les pathologies psychiatriques, dans tous les pays du monde, on considère qu'il y a 10% des patients addicts qui sont traités à un moment donné de leur addiction. En fin de parcours, lorsqu'ils ont des complications, ils sont plus traités, mais globalement, pendant le déroulé de leur addiction, il y en a 10% qui sont traités. On est arrivé à 20% en France ces dernières années avec l'utilisation des médicaments de réduction de consommation, c'est-à-dire le baclofène et le Selincro, ce qui ont bien pris en France. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais ça a pu faire admettre que l'idée de réduire la consommation était acceptable. Et je sais devant quelle population je parle, ce changement de paradigme qui n'est pas que l'abstinence a été compliqué. Compliqué pour les associations d'entraide qui avaient construit une identité, on parle d'identité, sur l'abstinence. Et c'est avec ça que tenait la machine. Ils ont avancé assez vite. Justement, l'intérêt de faire de la formation, c'est de permettre d'assouplir les représentations et de ne pas considérer qu'on est fixé à ce que l'on sait, ce que l'on ressent soi-même. Une longue pratique des addictions me montre qu'il faut avoir toute une palette et que tout soit possible et que tous les patients ne réagissent pas de la même manière au même moment et que donc tous les outils sont bons du moment qu'ils amènent à une amélioration. Donc, on en arrive aux années 2020 avec la e-santé. Et la e-santé, à partir du moment où on a ce grand nombre de patients pas traités, il faut réussir à les aider le plus rapidement possible. Et la e-santé, ça n'est pas mettre des robots à la place des thérapeutes, ça n'est pas dépersonnaliser les soins, bien au contraire, enfin en tout cas ma conviction, c'est que c'est de permettre d'accéder à une information, un soutien par un être humain empathique beaucoup plus vite. Et donc il me semble, et c'est ce que j'ai proposé au pouvoir public, qu'il faut monter, je dirais, 3 ou 4 niveaux de plateformes de soutien. Le premier, c'est des plateformes comme celle dont on parlait, Addicted, c'est-à-dire des plateformes d'information, d'évaluation et d'entraide communautaire, et on va revenir aux patients experts, de façon à ce que l'on puisse, de façon anonyme, aller s'interroger le plus rapidement et trouver des gens à qui exprimer son histoire, avec des gens qui sont capables d'avoir une parole adaptée, compétente, donner des conseils et accompagner dans ces moments souvent un peu difficiles où il faut comprendre ce qui nous arrive. Et puis après, on rentre dans des
plateformes thérapeutiques qui, elles, sont à ce moment-là pas anonymes, avec des thérapeutes. Et dans les thérapeutes, il y a très peu d'addictologues, il y en a très peu en libéraux. Et donc, ça ne répond pas aux besoins. L'accès dans les XAPA n'est pas simple. Dans les hôpitaux, ça n'est pas mieux, avec des parcours de soins complètement hachés. Peu de lien entre ce qui se passe dans l'hôpital et ce qui se passe à l'extérieur, je caricature à peine, hein. Et une grande difficulté, avec des délais d'attente qui font que au moment où la motivation devra être soutenue, il n'y a que le vide et l'angoisse. Et donc, les plateformes peuvent permettre là de répondre plus rapidement avec des acteurs de toute première ligne, c'est-à-dire des psychologues formés en addictologie, des infirmiers de type Azalée ou de santé publique formés en addictologie, des patients experts reconnus et labellisés, des éducateurs, c'est-à-dire la possibilité d'avoir accès à une réponse rapide. Et dans un deuxième temps, la téléconsultation et la possibilité de faire du réseau entre le médecin traitant, l'addictologue, le psychologue, le pharmacien, le cancérologue, les pathologues, en les réunissant à un moment donné pour une mini-consultation, mini-conférence autour d'un patient. On sait que dans les réseaux, la rencontre présentielle est compliquée, devrait également largement faciliter. Par ailleurs, ces plateformes permettent d'utiliser les nouveaux outils, les applications, et on a montré que certaines applications qui sont labellisées dispositifs médicaux, enfin traitements aux États-Unis, sont aussi efficaces que les médicaments de l'addiction. Elles ont eu par la FDA une reconnaissance comme outil thérapeutique. Donc quand elles se rajoutent, et quand elles se rajoutent dans un parcours de soins entre le soignant, l'addictologue, et le patient, entre deux consultations, l'application permet de maintenir du lien, permet de gagner du temps dans les consultations, permet de de montrer un intérêt partagé, et par ailleurs, elle agit par elle-même. Donc avec l'aide de tous ces outils, que sont les applications, éventuellement la réalité virtuelle, il y a j'en parle moins, il y a des chatbots qui marchent bien et qui sont même qui ont une équivalence à un fonctionnement médical. Je pense que c'est en Angleterre qu'il y a Babylon Health qui a promu GP in Hand, c'est-à-dire sur votre smartphone, vous avez la possibilité d'interroger un médecin qui vous répond. Mais ces algorithmes de consultation ont été mis à disposition au Rwanda où il n'y a pas assez de médecins et c'est l'algorithme lui-même qui fait le diagnostic et qui fait la prescription. Alors là, on n'est pas dans ce que je vous disais, mais ça peut apporter aussi dans les pays en grande difficulté. Donc, comme j'essaye de vous le dire, on peut passer d'une approche très large où on trouve des réponses à une approche qui devient sur des plateformes plus spécialisées et plus médicalisées, qui facilite l'accompagnement, l'accès aux soins et le parcours de soins. Et puis la quatrième plateforme qui est moins intéressante pour les soignants directement, mais très, très utile, c'est la connaissance épidémiologique et tout ce que l'intelligence artificielle et le big data peuvent apporter de connaissances de l'efficacité de tel ou tel type de prise en charge. Donc vous voyez, simplement pour vous dire que dans les 10 années qui viennent, je ne sais pas si ça sera dans 2 ans, je ne sais pas si ça sera dans 10 ans, mais la pratique soignante va être profondément transformée par tout ce que le numérique peut apporter. Donc voilà, je vous ai parlé d'une des révolutions et maintenant j'ai passé la parole au deuxième révolutionnaire qui est Albert, qui va peut-être présenter ce qu'est un patient expert et à quoi ça peut servir. Merci Michel. Merci beaucoup. C'est vraiment très difficile de passer après Michel et puis tous les intervenants que vous avez eus aujourd'hui, qui sont tous très très brillants. Et enfin, moi aussi. Alors, je ne suis pas du tout un professionnel de la santé, moi, mais par contre, j'ai aussi une longue pratique de l'addiction pour l'avoir vécu pendant 33 ans.
Et avant de vous parler de l'association France Patient Expert Addiction, je voudrais vous raconter une petite expérience. Il y a 3 ans à l'ICAD, vous avez pu voir une patiente experte qui vous ramenait son expérience côté patiente experte, côté soignante. Je voudrais vous ramener une expérience que j'ai vécue moi comme patient. C'était il y a 8 ans. Je suis allé frapper à la porte d'un hôpital à Marmottan pour faire un sevrage. 33 ans d'addiction m'avait complètement lessivé. Et le gars qui me reçoit, qui fait ma préadmission, il est infirmier. Je me souviens de 2-3 trucs. Il a une blouse blanche, donc dans ma tête, c'est un soignant. Il a un accent anglais, il s'appelle Charles Peter. Il m'explique un peu comment ça va se passer, le sevrage. Bon, je l'écoute, j'ai vraiment les jetons, j'ai vraiment très très peur. Et puis, il se dévoile comme ex-toxicomane, en fait, comme moi. Donc, pendant 30 minutes, on parle de nos expériences. Le résultat de cet entretien informel, c'est que ça m'a mis en confiance. C'était incroyable. Mais j'avais plus peur. Quand je suis arrivé le lendemain pour faire le sevrage, j'avais pas peur. Je savais que ce mec était là. Il y avait une relation de confiance qui s'est faite très très vite. Autre chose, j'avais vu un gars qui s'en était sorti. Donc c'était possible. J'avais vu l'espoir incarné. C'était vraiment énorme. Ce que j'arrivais pas à voir non plus, mais je le vois aujourd'hui, c'est que ce mec a donné du sens à ma vie. Et il en donnait déjà au moment où j'étais en train de me préparer au sevrage. Je me souviens juste de la pensée que j'ai eue quand je suis sorti de cet entretien. Je me suis dit, j'ai rencontré le plus grand addictologue de Paris. Vraiment, je le croyais. Le gars, il est infirmier. Hein. Mais il avait une connaissance de ce que je vivais de l'intérieur qui était absolument, je sais pas, intime. C'était très, très impressionnant. Donc j'ai fait mon sevrage, ça a duré 8 jours, ça s'est très très bien passé le sevrage. Je suis sorti, j'ai tenu 2 heures. Hein. J'ai rechuté au bout de 2 heures. Heureusement, le gars, il m'attendait à la sortie en fait. Il m'avait filé une liste de réunions narcotiques anonymes et au bout d'une semaine, je suis allé en réunion et le parcours de soins a vraiment continué là. Pour dire que ce mec-là, en fait, sans lui, sans cette rencontre, il était là au début, il était là pendant, il était là après. Je dirais qu'il est encore là aujourd'hui, quoi. Et le seul souvenir, la seule personne dont je me souviens de ce passage à l'hôpital, c'est de ce mec-là. Il s'appelle Charles Peter. J'ai jamais pu le remercier, donc je voudrais le faire aujourd'hui. Voilà, plus ou moins officiellement. Charles Peter, si tu m'entends, merci. Voilà, donc, grâce à l'aide du professeur Reynaud, sous une impulsion, on est quelques-uns à s'être réunis à fonder une association qui s'appelle France Patient Expert Addiction et qui s'est donné pour rôle de faire la promotion du rôle de patient expert, c'est-à-dire d'introduire dans le parcours de soins quelqu'un qui a vécu la maladie. Alors tous les membres de l'association ont été addicts et sont soit sortis de l'addiction, soit stabilisés. On n'a pas de critères d'abstinence et on retrouve une qualité de vie. Tous les membres interviennent sur les réseaux sociaux, soit sur From Addicted, soit sur le réseau Je ne fume plus, par exemple. Il y a déjà quelques-uns des membres qui interviennent en professionnel. Alors, il y a Hélène Delacaise à Marmottan, il y a Vincent Fiat à EDVO, etc. etc. Le track commence, là, en fait. Sorti de l'expérience, je suis complètement largué, hein, c'est épouvantable. En fait, on partage un autre point commun à part l'expérience de l'addiction, c'est on est tous convaincus du rôle qu'on peut avoir dans le parcours de soins. Ça, vraiment, c'est le truc qui nous anime beaucoup. Et on est absolument persuadé que si on travaille ensemble avec les professionnels, alors on ne veut pas se mettre à la place des soignants, mais si on travaille ensemble avec les soignants, ça ira mieux pour tout le monde. Ça ira mieux pour les patients, ça ira mieux pour l'addictologie qui aura des meilleurs résultats, et puis ça ira mieux pour nous aussi, patients experts, parce que globalement, ça donne, moi, je fais quelque chose de ma vie, quoi. Ça donne un sens. Alors, dans l'association, on s'est fixé 6 objectifs. Là, ça va aller mieux, là, c'est la partie que je connais un petit peu, là. Le premier objectif, c'est de mettre en place une certification professionnelle de patients experts. Comme l'a dit Michel, ça existe des patients experts, mais pour l'instant pas officiellement, et tout le monde peut plus ou moins, à partir du moment où on a un parcours d'addiction et puis un parcours de sortie d'addiction, on peut s'instituer patient expert, et on a voulu un petit peu cadrer quand même cette définition. Alors la première chose qu'on a fait avant de mettre en place cette certification, on a commencé par définir ce que c'était qu'un patient expert pour nous, au vu de notre expérience. Alors, il y a 9 points qui se sont dégagés. Alors, moi, je n'ai pas de PowerPoint, j'ai des papiers, je suis un peu old school. Ils sont où mes 9 points? J'arrive. Hein.
Alors, un patient expert, c'est une personne qui a une expérience personnelle de l'addiction et de sa sortie, ou qui au moins a su mettre en place des stratégies qui permettent de stabiliser sa vie. Un patient expert peut témoigner de son expérience et a une réflexion sur son expérience de l'addiction. Un patient expert, c'est quelqu'un qui a une connaissance théorique de l'addiction et de ses mécanismes. C'est quelqu'un qui connaît les différentes solutions opérantes et des stratégies thérapeutiques, sans forcément savoir les mettre en place, en tout cas qui sait qu'elles existent. C'est quelqu'un qui facilite l'accès aux soins, qui accompagne dans le parcours de soins. C'est quelqu'un qui a une interface entre les patients et les soignants. Un patient expert est tenu au secret professionnel. Il participe à des actions de prévention. Il peut participer aussi à des actions de formation dans des programmes d'éducation thérapeutique appliqués aux addictions. C'est quelqu'un qui peut participer au dialogue sur les orientations des politiques publiques. Donc, par exemple, fin août, on sera pour l'Overdose Day, la sensibilisation aux overdoses, parce qu'on a une expérience sur le sujet. On a des idées sur comment la délivrance de naloxone peut être faite, etc. etc. C'est quelqu'un qui connaît la législation. Par exemple, moi, est-ce que j'ai le droit de distribuer des seringues? Est-ce que j'ai le droit de faire du testing? Enfin, un patient expert, c'est quelqu'un qui a un savoir-être, qui a une absence de jugement, qui a une empathie, et qui a une expérience vécue de ce qu'est en train de traverser le patient. À propos de l'absence de jugement, ça se dit vite, mais c'est vraiment pas évident. Moi, j'interviens sur le forum Addicted. J'ai encore, malgré le fait que j'ai bien compris que c'était une maladie et que j'ai encore des jugements. Par exemple, il y a une semaine, il y a une jeune personne de 13 ans qui me partage qu'elle est en train de se défoncer aux insecticides. J'ai une réaction, quoi. J'ai un jugement. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus. C'est vraiment pas évident. Alors, à l'issue de ce travail de la définition d'un patient expert et de la reconnaissance par France Patient Expert Addiction, on est reconnu comme organisme de formation. On va déposer à France Compétences un dossier de certification professionnelle. Alors cet objectif étant en passe d'aboutir, normalement ça devrait être abouti en fin septembre, il devrait exister un certificat professionnel de patient expert. L'objectif de cette certification professionnelle, c'est de sécuriser l'exercice du patient, de sécuriser aussi la personne qui l'emploie éventuellement. Ça répond aussi à une problématique de qualité, ça répond aussi à une valorisation de compétences. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font en fait qui ont la fonction de patient expert dans les associations d'entraide, mais si elles ont ce certificat, ça pourra éventuellement leur apporter une reconnaissance. Et enfin, il y a une volonté aussi, c'est celle de détacher le statut de patient expert soit d'une institution sanitaire, soit d'un diplôme universitaire en particulier. Le deuxième objectif, de l'association, c'est d'être organisme donc validant les patients experts candidats et éventuellement de les former. Le troisième objectif, c'est de faire la promotion du statut expert dans le domaine des addictions. Le quatrième, c'est de tisser un partenariat avec d'autres associations de patients experts. Ça existe pour les maladies chroniques ou pour les maladies psychiatriques. Le cinquième, c'est de mettre en place des actions de prévention auprès du grand public, auprès des professionnels. Et enfin, le sixième objectif qu'on a, qui est là en œuvre, c'est l'animation d'une plateforme d'entraide qui s'adosse au village des addictions, au site Addicted. Et pour l'instant, on est une quinzaine à animer ce forum. Alors c'est pratique d'avoir un forum qui est adossé sur Addicted, parce que c'est un site sur lequel on trouve pas mal d'actualités, des informations vérifiées, il y a des tests d'évaluation, il y a des adresses utiles. Sur le forum, évidemment, l'anonymat est garanti, l'anonymat des modérateurs et l'anonymat des gens qui interviennent. Le forum, il est divisé en 8 thématiques
Il y a tabac, alcool, cannabis, autres drogues, médicaments, addiction comportementale et jeux d'argent. Pour l'instant, 1/3 des messages vont pour l'addiction au tabac, 1/3 des messages pour l'addiction aux alcools, et puis 1/3 des messages à peu près pour les autres addictions. Il y a 1200 abonnés actuellement sur le forum. Alors, le moment sur un forum, c'est pour ceux qui, comme Michel a parlé de l'entraide par les réseaux sociaux, la temporalité sur un forum, elle est différente un peu de celle des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens qui partagent sur le forum, parfois, en général, exposent assez longuement leur situation. C'est-à-dire ça ne tourne pas forcément. Ils racontent évidemment où ils en sont de leurs addictions, mais ils prennent aussi le temps de nous raconter leurs précédentes tentatives de décrochage, qui ont fonctionné ou pas. Puis ils nous parlent un petit peu de l'environnement aussi. Donc ça permet de répondre un petit peu plus avant et ça permet de répondre un petit peu plus dans le calme et avec une temporalité plus lente mais plus approfondie qu'un réseau social. Bon, pour autant, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des échanges très très brefs, mais a priori, j'ai l'impression que ça va quand même plus comment je dirais, de façon différente, sur une temporalité différente. Pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionnent les groupes d'entraide, les mécanismes, je vous invite à aller sur le forum Alcool. Il y a un échange qui perdure depuis le 30 mars. Donc il y a un échange entre une quinzaine de personnes qui existe depuis le 30 mars. Il y a plus de 300 messages et il y a une quinzaine de personnes qui en fait se sont prises en charge elles-mêmes, entre elles. On n'a même plus besoin d'intervenir comme modérateur. C'est-à-dire qu'elles s'encouragent, elles se donnent de leurs nouvelles. Voilà, c'est dur le sevrage, voilà où j'en suis, voilà ce que je traverse de bien, voilà ce que je traverse de pas bien. Ce sont des femmes, hein. Elles parlent de leurs enfants, elles parlent de leurs vacances, elles parlent de ce qu'on va faire à dîner. C'est une mécanique assez extraordinaire. C'est vraiment très très émouvant de voir ça. Il y a un message où je l'ai chopé parce que je vous le lis. Oui, ça va marcher parce qu'on va toutes penser les unes aux autres ce soir et on va toutes se soutenir. Voilà, il y a une entraide qui passe par le virtuel qui arrive à créer une communauté réelle. C'est vraiment quelque chose de... Quand on sait l'importance que ça a, le lien dans l'addiction, l'amour qu'on peut s'apporter, à quel point ça soigne, c'est vraiment en œuvre et à travers des messages, et les gens ne se connaissent pas. Hein. Quand on répond sur les forums, des fois je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme à qui j'écris. Voilà, et le truc fonctionne comme ça complètement. Donc voilà, c'est une des fonctions c'est une des missions qu'on s'est donné, l'animation de ce forum. Je remercie Michel pour nous avoir donné l'opportunité de faire ça. Ça fonctionne très très bien. Et j'espère que ça va continuer. Bon voilà, j'espère que l'année prochaine, je vous parlerai un petit peu plus mieux de France Passion Expert, parce que pour l'instant, je suis pétrifié par le trac et je suis content que ce soit terminé. Merci beaucoup.